Il est 3h06 et comme chaque dimanche, nous avons les rendez-vous du monde de la caresse. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir des invités d'ici et d'ailleurs, comme toujours. Et aujourd'hui, nous allons parler des conseils des quartiers. Et pour cela, nous avons invité la coordinatrice Régine Cheviron. Bonjour Régine. Et son époux Claude. Et bonjour Claude. Bonjour. Et Elisabeth Conja. Bonjour. Et Enrique Uribe. Bonjour Patricia. Et bonjour Enrique. Et Gérard Poilra. Bonjour. Bonjour. On va vous parler des conseils des quartiers des 15 et des conseils des quartiers de l'Esplanade. C'est un thème où nous, chers auditeurs, on n'entend pas parler tous les jours, mais par contre, toutes les personnes, et encore plus qui sont autour de la table, elles travaillent tous les jours et à fond en faisant des choses pour chaque quartier respectif. Nous allons à la technique, notre ami Gauti Sigua. Merci Gauti d'être là. Et donc, nous allons démarrer peut-être. Enrique, peut-être tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est un conseil de quartier ou en quoi c'est important ces conseils de quartier? Plutôt, je vais essayer de faire une petite introduction sur la démocratie locale. D'accord. Et ensuite, les intervenants sur le terrain vont donner encore au conseil de quartier. D'accord. Pour faire un petit rappel sur la démocratie locale, très intéressant de savoir que c'est quand même au Brésil, en 1989, lorsque le PT, le Parti des travailleurs, et l'ancien Parti communiste ont arrivé au pouvoir à la ville de Porto Alegre, qui a été lancé en 1990 le premier budget participatif. D'accord. Donc ça c'est vraiment un tournant dans l'histoire politique moderne, au sens où de Porto Alegre est sorti un élan d'une démocratie proche des citoyens par le biais d'un budget participatif. C'est-à-dire que on peut faire de la démocratie participative, on peut faire de la démocratie locale, mais la vraie démocratie, c'est surtout lorsque les citoyens ont en main le budget. Oui. Et c'est l'expérience quand même très intéressante de Porto Alegre, au sens où c'était pas le conseil municipal de Porto Alegre, mais c'était des conseillers du quartier comme vous qui géraient 5, 10%, 15% du budget de la ville. On est en train de parler d'une ville de 1 500 000 habitants. C'est très important. C'est très important. Donc, cet tournant de Porto Alegre reste vraiment un moment du progrès des idées démocratiques. C'est la grande dette que nous avons envers les Grecs. Mais le Brésil a donné son grain de sable très très fort au niveau de la démocratie. Maintenant, pour le conseil des quartiers, c'est plus, vous savez, Conja, nos amis qui peuvent vous en parler. Je vous dirai plus tard d'autres points de théorie, si vous voulez, Patricia. Très bien. Merci beaucoup, Enrique. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un conseil de quartier? Les référents à Strasbourg
Et c'était important, c'est qu'Enrique a dit, puisque peu de monde savent que c'est le Brésil, que c'est l'origine, hein. On croit que c'est la France, hein, les pays des droits de l'homme, etc. Mais il y a d'autres pays aussi qui travaillent pour cela. Alors, est-ce que quelqu'un de nous peut nous dire qu'est-ce que c'est un conseil de quartier? Alors, les conseils de quartier, alors je voudrais d'abord rectifier, tu as dit que je te tutoie parce que c'est mon épouse. Hein. Oui, j'ai dit... que j'étais conseil de quartier... Esplanade, non, c'est Esplanade, Bourse, Cruteno. Hein, Bourse, Esplanade, Cruteno. Et porte de l'hôpital aussi, d'ailleurs. On ne le met pas parce que ça fait trop long, mais il y a du monde aussi là-bas. Donc, les conseils de quartier ont été créés suite à une loi qui a été votée en 2002. Je cherchais tout à l'heure la référence. Donc, une loi de 2002 qui prévoit une démocratie, des structures de démocratie locale. Donc, en s'appuyant sur cette loi, les conseils de quartier ont été créés. Donc, il y a 10 conseils de quartier qui correspondent aux différents... la municipalité a choisi des conseils de quartier qui correspondent aux différents cantons. Donc, un canton, un conseil de quartier. Les cantons sont de dimensions un petit peu différentes, donc il y aura plus ou moins de monde dans les conseils de quartier. Et donc, l'idée, c'est que dans le conseil de quartier, il y a des habitants, il y a des... alors, je dirais après comment ils sont choisis. Il y a des socio-professionnels, et il y a des représentants d'associations. La majorité, c'est les habitants, c'est les 2/3, je crois. Et donc, ils sont choisis en partie par tirage au sort sur des listes de gens qui se sont portés candidats. La municipalité fait un appel à candidature, dit si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Et là-dessus, il y a un tirage au sort. Et puis, une autre partie est tirée au sort sur les listes électorales. Donc c'est des gens qui ne sont pas obligatoirement intéressés. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne viennent pas siéger et on va sur la liste supplémentaire pour aller en chercher d'autres. Mais il y a quand même des gens tirés au sort qui s'intéressent et qui restent et qui apportent des avis tout à fait intéressants. Hein. C'est pas une catégorie à part, c'est pas une sous-catégorie, c'est une catégorie tout à fait comme les autres. Voilà. Pour un début, peut-être. Merci beaucoup. Et est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Écoutez, moi, je rejoins tout à fait ce que les deux interlocuteurs précédents ont dit. Puis, j'ai jamais prétendu que la France avait inventé la démocratie. Hein, voilà, c'est l'apanage de la Grèce. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées en Grèce, les Jeux Olympiques, la démocratie, que sais-je encore. Et moi, je trouve cette expérience absolument fantastique. Parce que on a souvent l'impression que les institutions ou ce qui existe arrive à bout de souffle. Et là, pour une fois, on a quelque chose qui rebondit. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que ce soit la municipalité ou d'autres formes d'élus, ils ont été élus sur la base d'un programme qu'ils essayent de respecter peu ou prou, mais au courant d'une mandature, ils peuvent ne plus être en phase avec la population. Et je pense que les conseils de quartier qui permettent un petit peu de tester l'opinion, qui sont une émanation d'un quartier, c'est-à-dire d'une partie de la population, ça permet en fait à l'équipe en place de rester en phase avec la ville, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que Claude ou Elisabeth, vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter les membres du conseil du quartier. Donc, il y a une personne par 1000 habitants. Hein. C'est la dimension. Donc, suivant le nombre d'habitants, à Bourse Esplanade Cruteno, il y a
35 ou 37 000 habitants, donc on a 35-37 conseillers. Hein. Qu'est-ce qui représente les conseillers de quartier? Ils représentent eux-mêmes, en fin de compte. On leur demande pas, bien entendu, ils discutent avec leurs voisins, avec leurs amis, mais on leur demande pas d'être représentatifs d'un groupe. On utilise ce qu'on appelle l'expertise d'usage. C'est-à-dire, ils habitent le quartier, ils le fréquentent, ils y mangent, ils y passent, et par conséquent, ils connaissent un peu le quartier, et ce qu'on leur demande de s'appuyer, c'est sur cette connaissance du quartier pour émettre des avis. Merci beaucoup. De ces précisions, justement, j'ai sur messieurs un document on l'appelle PLE, c'est Plan local d'urbanisme de Strasbourg. Et pour les conseils des quartiers Bourse, Esplanade, Clouteno, ils nous disent que la population, il y a 23 614 000 habitants. Soit environ 9% de la population strasbourgeoise. Et pour les conseils des 15? Alors pour le conseil des 15, la population est de 22 047 habitants. Bon, nos deux quartiers ici représentés sont à peu près de même valeur, mais par exemple le quartier Haute-Pierre, Cronenbourg et Auberg et Königshofen représente un chiffre beaucoup plus important, et en termes de membres du conseil de quartier, il y a une 60aine de membres qui font partie du conseil de quartier. Donc les équipes en place, si on peut dire, sont tout à fait différentes, et je crois que le plus petit quartier, c'est la Méno, où il y a beaucoup moins de conseillers présents. Voilà. Il m'a semblé très intéressant que vous nous parliez justement de ce que vous faites dans vos quartiers, parce que c'est des quartiers, si on parle quartier 15, Esplanade, Bourse, Clouteno, c'est des quartiers très différents, mais en même temps, chacun a beaucoup des valeurs différentes. Mais par exemple, vous voulez nous dire qu'est-ce que vous travaillez dans votre quartier? Oui, alors le conseil de quartier, comme vous le savez, vient d'être renouvelé. Et donc, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de rodage qui a été nécessaire. Et nous avons mis à profit ce temps, d'abord pour essayer de nous connaître, pour voir ce qui avait été fait, auparavant. Et j'ai essayé de définir une méthode. Et finalement, j'en suis revenue un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire j'ai lu tous les documents qu'on nous a remis. Et le conseil de quartier rend des avis consultatifs sur des projets qui peuvent être des projets d'aménagement, d'équipement, d'amélioration de la qualité de vie concernant le quartier. Alors je me suis dit, certes, il y a des commissions qui existent, mais elles ne correspondaient peut-être plus aux projets qui vont nous être soumis par la municipalité. Donc nous avons attendu l'expression d'un projet de la municipalité qui vient d'arriver, qui est l'aménagement du quartier, en partie le courbe Épide, et qui comprend en partie la cité Rotterdam, pour créer une commission ad hoc que nous avons appelée le courbe Épide. Donc, y compris dans cette commission, nous sommes obligés de baliser le travail, c'est-à-dire baliser le travail, décliner le travail. Et donc, nous avons commencé à interroger les membres présents de la commission. Nous avons trouvé 16 questions auxquelles les services de la ville se sont pliés pour répondre entre 3 et 6 heures, entre le moment de la présentation et entre le moment où les services de la ville sont venus, 8 promenades du Luxembourg, qui est le siège du conseil de quartier. Maintenant, nous attendons une réunion publique. Je profite pour dire qu'elle est fin du mois de mai, avis aux amateurs. La réunion publique, elle est ouverte. Et nous attendons l'expression d'autres demandes avant de voir comment nous allons poursuivre notre action. D'accord. Donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'être conseiller de quartier, on s'imagine au départ, on est tiré au sort, on est choisi. En fait, ça s'improvise pas. Et il faut effectivement définir une méthode pour essayer de faire bien le travail, et pour que ça parte pas dans tous les sens. C'est un gros travail, je pense bien. Et alors,
on parlait des conseils des quartiers, on revient. Et une des choses importantes pour moi, c'est de montrer les côtés humains de toutes ces démarches qui font des grandes choses après, mais c'est pas évident quand on fait un conseil de quartier, il y a des sous-sections. Et c'est pas que l'administratif, malgré qu'il prend beaucoup de place, mais il y a aussi des sensibilités qu'il faut affiner pour faire avancer le projet. Par exemple, vous disiez que vous venez de reprendre la direction, si on veut, la coordination. Est-ce que votre temps s'est passé pour l'administration, pour faire les chefs d'orchestre, pour affiner ces sensibilités? Il y a beaucoup de démarches à faire de ces côtés-là. Oui, vous avez raison. En fait, j'ignorais complètement l'importance du travail qui repose sur quelques personnes. Bien entendu, je suis secondée, je peux passer des coups de fil. Il y a Elisabeth, normalement, me donne beaucoup de conseils et attire mon attention en tant qu'ancienne sur des choses à faire. Mais je dirais aussi que, fort heureusement, il y a les nouveaux moyens de communication, notamment avec Internet, ce qui fait que très souvent, je me rends aux alentours de 21h au local de quartier, j'en sors entre 23 et 24h, et j'ai traité toutes les informations qui arrivent, je répercute les informations en espérant qu'il y aura une réponse. Enfin, je suis étonnée par l'importance donc de l'administratif et qui empêche peut-être un petit peu l'intuition ou la réactivité. Enfin, pour l'instant, je fais surtout de l'administratif et j'ai pas beaucoup de temps à consacrer encore à la gestion des moyens humains. Mais je compte beaucoup sur le bon sens des gens quand même, qui ont tous un certain âge et qui ont des responsabilités par ailleurs et qui tôt ou tard doivent quand même se poser des questions et puis comprendre qu'ils sont dans un groupe et proposer leurs services et être aussi des liants du groupe. Tout à fait. Oui, très bien. Mais ça me ramène à une autre question, Claude, Gérard ou Elisabeth. Qu'est-ce que quelle est l'envie que vous avez eue de faire partie des conseils des quartiers? Moi, je peux répondre. Dans la mesure où je suis socio-professionnel, c'est-à-dire que j'exerce une activité de type libéral, oui. Et je suis positionné dans le quartier. Donc j'ai vu qu'il y avait un collège socio-professionnel. Je me suis dit, il y a peut-être un intérêt à y participer parce qu'on a parfois des doléances ou des spécificités d'exercice d'une profession dans un quartier. Bon, je n'en ai pas forcément particulièrement de besoin, mais il peut y avoir des commerçants ou des médecins qui ont des soucis supplémentaires. Donc, à ce titre-là, je suis rentré dans le conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre conseil, on représente une population d'environ 21 000 habitants, ce qui correspond à 33 personnes désignées pour les représenter, ou pour nous représenter nous-mêmes. Sur ces 33, il nous en manque un. Toujours, il fait partie du collège des socioprofessionnels. Nous avons droit à 21 habitants, 6 membres du collège association et 6 membres du collège socioprofessionnel. Et nous avons toujours un manquant parce que les socioprofessionnels ne sont pas faciles à mettre... Sans temps libre. Voilà. Alors c'est tout le problème d'ailleurs que nous avons, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas forcément disponibles, veulent bien participer, écouter, donner un avis, mais ne sont pas forcément toujours là pour assurer, je dirais, les permanences, le travail de fond. Oui. Alors ce que je voulais dire aussi, qui est important, c'est, comme vous l'avez déjà compris, il y a eu un changement de membres au mois de septembre. Donc il y a une procédure qui a été mise en place. Il faut savoir que les anciens qui avaient fait un travail conséquent, il y a eu une rupture pour eux. Ils avaient jusqu'à la fin de l'année, effectivement, pour intégrer, je dirais, leur travail en explication aux nouveaux arrivants. Ceci étant, ça n'est pas de notre fait.
c'est une règle qui a été établie par la municipalité, que pour eux, ça a été peut-être une rupture brutale. Bon, il s'avère que nous avons, d'autres problèmes arrivant, n'ayant pas de connaissance de la façon dont fonctionne le conseil, c'est qu'il y avait 25% quand même d'habitants qui étaient des anciens. Donc il a fallu, avec eux, Elisabeth est là pour en parler, trouver la meilleure synergie entre eux sachant et nous, nouveaux arrivants, mais n'ayant pas forcément envie de faire exactement ce qu'ont fait les précédents. Donc il y a un aspect psychologique et je dirais même aussi de management pour la coordinatrice qui est pas évident au départ. Et on peut avoir quelques frictions. Voilà. Oui. C'est dit. Merci, c'est très important, Elisabeth. Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire Claude. Effectivement, j'ai participé à la première mouture du conseil de quartier et je rempile dans la formation actuelle. On a quand même mis dans la première version à peu près 1 an et demi pour arriver, entre guillemets, à sortir un projet, à comprendre un peu comment il faut travailler, parce que le démarrage a été long et le temps qu'on trouve nos marques, voilà, on était tous sur la même ligne de départ. Alors qu'avec la nouvelle version, on s'attend à ce que les anciens ils savent et transmettent l'expérience aux nouveaux. Mais ça fonctionne pas tout à fait de cette façon-là, parce que les nouveaux, ils changent la donne, ils sont pas disponibles de la même façon, ils ont une autre vision, un autre investissement dans le quartier, donc on peut pas transposer de ce qui était A à ce que ça devienne B, bis, et que ça fonctionne merveilleusement bien. Régine en fait les frais quotidiennement, mais je vais aussi dire que nous avons dans la première version travaillé sur un certain nombre de projets qui sont maintenant en cours de réalisation, et les nouveaux projets, on ne va pas réchauffer ce qui a déjà été fait dans la première formule. Il faut qu'on s'investisse et qu'on s'approprie de nouveaux projets sur le secteur. Je voulais juste revenir un petit peu sur les finalités du conseil de quartier. Nous sommes là pour réfléchir sur l'environnement et le cadre de vie et créer du lien social. Ça, c'est le grand champ d'action du conseil de quartier. Donc, on a tout dit, on n'a rien dit, parce qu'à l'intérieur de ça, il faut qu'on trouve quel projet peut intéresser une partie du quartier ou l'ensemble du quartier. Et ça demande des négociations, ça demande des tâtonnements. Et Régine évoquait le projet Le Courbe Épide. Donc, c'est des logements, un projet de 600 logements qui vont être construits à l'est du quartier, sur des terrains rendus disponibles par Cuis Habitat et par, pour faire simple, le périmètre de la Légion étrangère, donc où est basé l'Épide. Voilà, ça c'est le projet. Après, on imagine bien que 600 nouveaux habitants qui vont venir s'installer parmi ceux qui existent, ça va poser quelques difficultés de vie quotidienne. Et si tu veux bien, on peut peut-être répondre les projets parce que... La signification de l'épide. La signification de l'épide, dites-nous. Oui, alors pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'épide, c'est un établissement public d'insertion de la défense. Et donc ça a été créé à l'époque de MAM, de Michel Alliot-Marie. Et en fait, ce sont les missions locales qui envoient des jeunes un peu défavorisés, un peu désocialisés. C'est placé sous le patronage du ministère de la Défense, sous l'armée. Ils font un travail absolument fantastique. C'est tellement fantastique qu'ils vont doubler les effectifs à Strasbourg. Donc l'Épide a vendu une partie du quartier Le Courbe qui était de toute façon désaffecté, et avec la vente de cette partie de la caserne Le Courbe, ils vont financer la rénovation des bâtiments. Les bâtiments sont un peu désaffectés, même si le travail à l'intérieur est considérable. Merci beaucoup. C'est des projets intéressants, mais j'aimerais revenir un peu justement ce que vous, Claude, disiez sur les catégories socio-professionnelles. Et nous savons les tissus économiques du quartier des 15. Et Elisabeth, tu peux intervenir?
Donc je vais simplement lire le document qu'on nous a transmis sur le plan local d'urbanisme, donc quartier par quartier, et pour le Conseil des 15, sous la rubrique « Le tissu économique ». Malgré son caractère fortement résidentiel, on comptabilise dans le quartier du Conseil des 15 près de 5000 emplois répartis dans le tissu de manière diffuse ou concentrés dans les institutions telles que le Conseil de l'Europe, le Pôle européen de gestion, la clinique de l'Orangerie, qui sont les principaux générateurs d'emplois dans ce secteur. Ce ne sont quasiment que des emplois appartenant au secteur tertiaire et relevant de services. La proximité des institutions européennes, la valeur immobilière du bâti et la qualité de l'environnement induisent la présence d'activités diplomatiques, conseils, cabinets juridiques, etc., notamment le long de l'allée de la Robertso et du parc de l'Orangerie. Merci beaucoup, Elisabeth. Mais peut-être, Gérard, tu pourrais aussi répondre à niveau humain, comment ça se passe à l'esplanade, et en conséquence aussi répondre les tissus économiques. Oui, merci de me passer la parole. Alors, je voudrais avant faire un petit retour. Les conseils de quartier font partie du dispositif de démocratie locale avec le CRE, Conseil des résidents étrangers, et avec le Conseil des jeunes. Hein. Oui, donc c'est une partie de la démocratie locale. Je voudrais donc aussi dire qu'on a des problèmes également avec les socioprofessionnels. Dans le conseil précédent, il y en avait 2, je crois. Maintenant, on n'en a plus. Il y en avait un qui était inscrit, mais on l'a jamais vu depuis septembre, donc on l'a remercié. Ça sert à rien qu'il soit sur les listes s'il vient pas. Donc on a des problèmes. Le collège association, là, il y a toujours du monde parce que il y a des associations. Bon, les associations de base du quartier, c'est d'une part l'ARES pour l'Esplanade et la BAC pour la Cruteno, qui sont 2 associations qui ont les reins solides, qui fonctionnent bien, et donc ils sont toujours présents. Alors effectivement, moi j'ai pris le conseil de quartier en tant que remplaçant de quelqu'un qui avait démissionné, ou peut-être qu'on avait démissionné parce qu'il venait plus. Donc le conseil précédent. Donc je n'ai pas vécu les débuts du premier conseil, la première version du conseil, mais on m'avait dit que ça avait été aussi assez difficile, et je constate que donc on avait recommandé que y ait une partie des anciens qui restent. Chez nous c'était 6 personnes. En l'occurrence, moi j'ai été tiré au sort de nouveau. Donc je fais pas partie de ceux qui ont été choisis pour continuer, mais je continue, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment. Alors il faut préciser aussi que le conseil de quartier doit se prononcer sur les sujets que nous donne la municipalité, sur lesquels nous questionne la municipalité. Donc là, il y a un choix qui est fait par la municipalité, par la mairie, des sujets sur lesquels on est consulté. Alors par exemple, on a été consulté sur l'aménagement de la place d'Austerlitz, où il y avait des bus avant, et maintenant ça va être une place, je crois, assez intéressante. On a été consulté sur d'autres travaux comme l'aménagement de la rue de Rome, de la rue de Boston. On a été consulté avec le conseil de quartier de Neudorf sur le parc du Heiritz et la place de l'Étoile, l'aménagement du parc du Heiritz et de la place de l'Étoile. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc il y a des projets qui sont... donc on donne notre avis sur les projets. Là-dessus on travaille depuis plus d'1 an. Donc on a eu plusieurs réunions avec des gens de la municipalité, avec des spécialistes, pour des experts, pour donner notre avis. Et on va arriver au mois de juin à donner un avis sur un projet
qui après ne sera pas modifié, qui sera mis en place en 2013 et 2014. Oui, est-ce que l'expression de la parole est facile, est aisée? Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que ça suppose, parce que moi il me semble quand même, pour exercer cette démocratie, il faut déjà avoir un niveau d'information et de connaissances, voire de spécialité qui doit atteindre un certain niveau. Alors, les conseils de quartier sont animés par des animateurs professionnels qui sont chargés justement normalement de faire parler tout le monde. Alors, dans ces animateurs, il y en a qui ont beaucoup d'expérience, il y en a qui en ont un petit peu moins. Donc c'est un petit peu divers. Nous, on a changé d'animateur, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait avant, mais sans dire que c'est inférieur, mais c'est différent, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile de faire parler tout le monde. Alors la prochaine fois, on va vraisemblablement tenter de se diviser en trois groupes. Je parlais pas en quantité. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ils s'expriment facilement? Qu'est-ce qu'ils projettent dans leurs réponses? Est-ce qu'ils transforment des besoins en avis ou en politique, ou est-ce qu'ils ont vraiment le sens de l'intérêt général? Est-ce qu'ils ont des visions à long terme? C'est difficile à dire. Une vision d'ensemble. Parce que l'animation, moi, on m'a surtout dit que l'animatrice était là pour distribuer la parole, mais pas pour susciter véritablement la parole. C'est ce qui se passe chez nous. La susciter, c'est très difficile. On a fait des tours de table où chacun devait parler, quoi. Sur le projet. Non, comme ça, en général, sur qu'est-ce qu'on aimerait qui change dans le quartier, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en avant. Alors ça a été très divers. Il y en a qui ont dit que ça manquait d'animation culturelle, ça manquait d'événements. Il y en a qui ont dit que à la Cruteno, il y a beaucoup de bruit la nuit. Donc c'est très 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 mélangé, les projets. Alors ça fait partie. C'est la partie qui conduit à ce que la municipalité, enfin notre règlement appelle l'autosaisine, c'est-à-dire que le conseil, d'une part, il est consulté par la municipalité sur des projets précis, et d'autre part, il peut émettre des avis. Donc se saisir de projets. Alors par exemple, on s'est saisi du projet sur le chauffage urbain. Et nous sommes donc sur Radio Bienvenue Strasbourg, la fréquence 91,9, et on est dans les programmes des rendez-vous du monde de la caresse. Et aujourd'hui, on veut vous faire voyager au quartier des Camps et à l'Esplanade. Et on continue donc avec ce projet. Mais avant de continuer, peut-être Enrique, est-ce que tu peux nous faire de nouveau qu'est-ce que c'est la démocratie locale? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour tous les gens? C'est pas que la politique, comme on l'entend des fois. Question difficile. Non, j'aimerais rajouter un point de théorie, à savoir que la démocratie locale a été une réponse à une situation où dans plusieurs pays, les systèmes démocratiques se sont retrouvés en face d'une grande abstention. Donc il y avait une apathie, il y avait une sorte de désintéressement, et la démocratie locale vient répondre. Il y a un phénomène qui a été analysé par les politologues qui s'appelle la autonomisation de la classe politique. Ça veut dire que la classe politique devient un groupe composé de personnes professionnelles, des personnes qui font carrière et qui vont petit à petit se couper de la société. Donc ça a été un des phénomènes négatifs.
mais qui n'est pas non plus qu'il y a un complot ou une volonté des politiciens pour prendre le pouvoir, mais c'est aussi parce que les affaires publiques sont devenues très complexes, et donc on a eu besoin des politiciens professionnels. Toujours est-il, cette professionnalisation de la politique a été vécue par une grande partie de la population comme une confiscation de la démocratie. Donc d'un côté, nous avons cette autonomisation de la classe politique, et de l'autre, nous avons un phénomène du poids de ce qu'on appelle la technocratie, c'est-à-dire d'une classe de techniciens, des ingénieurs, des juristes, qui ont devenu les gestionnaires, des administrateurs des problèmes politiques. Et donc, d'un côté, l'autonomisation de la classe politique, de l'autre côté, le poids de la technocratie, a fait que cette affaire de la démocratie est devenue quelque chose de loin de la population. Et la démocratie locale vient un petit peu à répondre à ces deux phénomènes qui sont plutôt négatifs, mais qui ont été à un moment donné nécessaires pour gérer des problèmes très 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 complexes. Voilà, ça c'est un petit éclaircissement. Merci beaucoup Enrique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'aimerais rebondir parce que finalement la complexité elle existe, mais il faut savoir que les conseils de quartier, on leur demande de donner des avis ou de s'exprimer par rapport à des sujets où d'office on nous dit au départ, attention c'est très compliqué, vous aurez affaire à des services techniques et votre suggestion ne sera pas forcément, j'allais dire utile, mais prise en compte. Parce que forcément nous l'aurons, nous au niveau de services techniques très spécialisés, déjà abordé, on aura déjà saisi l'avantage de la question, mais on aura aussi trouvé 20 inconvénients. Donc on est quand même opposé dans notre approche, je dirais, purement bénévole, et avec notre savoir-faire et nos idées préconçues, à des services techniques qui sont très forts à pouvoir nous opposer, je dirais, des arguments qui sont systématiquement très bien conçus. Donc c'est pas évident de pouvoir donner un avis consultatif ou même de s'auto-saisir sans nous-mêmes devenir presque à la limite des spécialistes. Oui, je voudrais répondre à Claude. Effectivement, nous ne sommes pas des spécialistes, on est juste des habitants. Mais disons à l'éclairage d'un mandat et demi maintenant, en fait c'est du partenariat. Nous on apporte les grands mots là qu'on dit, les valeurs, l'expérience d'usage, et ça c'est irremplaçable, et même les meilleurs techniciens, même s'ils se promènent tous les jours dans le quartier, ne vivent pas les choses comme le vivent les habitants. Et c'est vrai que les données techniques sont complexes, mais l'intérêt des conseils de quartier, c'est de mettre tout le monde à égalité, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et si les techniciens ils sortent un beau projet et où ils se plantent et après les gens ils contestent et ils font des contre-projets, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent et personne n'a rien gagné. Donc vaut mieux faire la concertation en amont pour arriver à un produit fini qui est à peu près acceptable. Et je voudrais donner l'exemple du quartier Gare, je crois, quand ils ont aménagé le parcours Faubourg de Saverne le long du tram. Les techniciens de la CTS avaient imaginé la rue d'une certaine façon, le tram circulant, enfin dans le détail je peux pas l'expliquer parce qu'on n'était pas concernés, mais le résultat a été que, en concertation avec les habitants, il a été décidé qu'il y aurait un double sens de circulation automobile le long du tram, et alors que c'était absolument pas ce que la CTS avait imaginé. Et petite cerise sur le gâteau, les habitants ont réussi à faire aménager des bas d'arbres, enfin il y a des plantations le long du tram, et les gens du quartier se réunissent, je crois que c'est une fois par mois, pour aller fleurir les bas d'arbres et puis faire des petits moments de convivialité. Donc là, franchement, le conseil de quartier a eu son rôle à plein.
mais ça se joue sur le long terme. Et c'est vrai que tout dépend du moment dans lequel on se trouve dans le parcours de participation au conseil de quartier. Et même les élus, quand au final on leur dit votre projet il tient pas la route, ils sont pas contents parce qu'ils craignent aussi pour leur mandat futur. Donc ils ont tout intérêt à ce que la concertation se passe, disons, le moins mal possible. Et puis on a aussi un exemple sur le projet des haras de Strasbourg, où le conseil de quartier du secteur concerné, je crois que c'était encore le centre, ils ont été quasiment mis devant le projet un mois avant qu'il se fasse. Donc forcément, les gens du conseil de quartier ont réagi en disant non, on n'est pas d'accord, on veut réfléchir à la question, mais il y avait des échéances et finalement, les élus, le conseil municipal en l'occurrence a tranché malgré l'avis du conseil de quartier. Donc ça, c'est le mauvais exemple et les élus n'ont pas envie de se retrouver dans un cas similaire sur d'autres projets. C'est pour ça que maintenant la concertation est en amont et se passe plus ou moins bien. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Enrique, tu veux rebondir? Je voulais rebondir sur ces rapports entre la technique ou la place de la technique dans le processus démocratique. Il ne s'agit pas de s'en priver. Au contraire, la technique est là pour faciliter la construction, l'organisation, l'aménagement du territoire. La technique est là, il faudra l'utiliser. Mais le problème, c'est que la technique est devenue un outil qui se présente souvent comme neutre. Mm-hmm. Donc, et lorsque l'expert donne son expertise, cette expertise se présente comme le seul, la seule possibilité, les seules voies possibles. Donc ça, c'est ce que nous, citoyens, devons tenir en compte. Et on présente la technique comme on présente la météo ou comme on présente la bourse. Des choses neutres. Alors que la bourse, c'est quand même le résultat d'un processus combinaison des achats, des ventes, des entreprises. C'est pas neutre. Et donc les citoyens doivent quand même rester avec les bons sens et trancher en fonction des impératifs de long terme. Alors que souvent les techniciens peuvent avoir des impératifs à court terme et non pas intégrer toutes les contraintes d'un problème ou autre. On a l'exemple d'Areva ou d'EDF ou des grandes entreprises qui manient des grands projets très complexes qui nous présentent leur projet comme si c'était la seule voie possible. Donc j'aimerais mettre en cause cette sorte de neutralité et légitimité qui a la technique et la science. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein. C'est bien de défendre les techniciens. Moi j'aurais encore quand même quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Elisabeth, parce que Elisabeth est une fervente elle défend très vivement la démocratie locale telle qu'elle existe à Strasbourg. Je crois qu'il y a quand même une dérive qu'il ne faut pas oublier. Ça ne concerne pas forcément ce que je viens de dire par rapport à Elisabeth. C'est que il faut bien que l'on reste à notre place. Nous sommes des conseillers qui ne représentons que nous, qui avons été tirés au sort, et nous sommes là d'une façon éphémère. Il ne faut pas que nous remplacions dans notre tête les élus qui représentent, qui ont été élus, les habitants du quartier. Ça, c'est une dérive qui peut éventuellement exister, que quelque part, à force d'usage d'un rôle
de ce type, oui. on se sente comme un conseiller municipal bis du quartier ou représentant. Il faut savoir aussi. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire tous les deux, et Gérard aussi a son opinion. Mais j'ai fini là. C'est très important parce que c'est là tous les principes de l'engagement citoyen et de savoir rester à notre place, mais en même temps participer au changement de notre quartier, dans notre cas, des conseils de quartier. Mais c'est aussi, comme vous disiez, Régine, tout à l'heure, la prise de parole, c'est pas seulement avoir l'envie de parler, mais c'est aussi le caractère et l'expérience de chaque personne. Et pour moi, une réussite qu'une personne puisse se sentir bien dans un conseil de quartier ou pour travailler, c'est qu'elle se sent à l'aise telle qu'elle est et qu'elle dise j'ai une place et personne d'autre a la même place que moi. Et ça, c'est peut être une réussite pour que chacun puisse contribuer un peu plus pour les travaux qui vont aller ensemble. Hein. Gérard, tu voulais... Oui, je voulais ajouter sur les techniciens, il y a quand même un aspect très positif, c'est que au départ, les techniciens, ils n'étaient pas très habitués à aller exposer leurs projets devant la population, devant les conseils de quartier ou dans des réunions publiques. Et petit à petit, on constate qu'ils se sont fait que c'était important, c'était nécessaire. Et donc, ils préparent leur projet non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, disons, de vulgarisation pour expliquer aux gens. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très positif. Oui, c'est un apprentissage mutuel. C'est ça. Et puis, les gens se rendent compte que dans les techniciens, c'est comme toujours, il y en a des bons et des moins bons. Bon, pour finir entre le rapport entre les politiciens et les conseils de quartier, oui. Il faut quand même dire que l'expérience est risquée pour la municipalité. Oui. Et parce que dans toutes les villes où on fait l'expérience, a priori, la municipalité élue a une légitimité grâce au suffrage universel. Tout à fait. Donc les municipalités peuvent dire à quoi bon de se tirer en balle les pieds. Donc et le fait qu'à l'époque, Roland Ries a présenté le projet de démocratie locale et des conseils de quartier, et le projet a été mené au bout. Et il faut reconnaître que c'était quand même une avancée significative. D'ailleurs, disons un petit peu dans d'autres villes, Strasbourg est cité en tant que modèle. Maintenant, c'est à nous, les citoyens, d'injecter dans ces projets le maximum de démocratie et le maximum d'énergie pour que l'idée de la municipalité puisse continuer, non? Pardon. Elisabeth et après. Les conseils de quartier, pour moi, me font penser à ce qui a existé dans les années 80 dans les entreprises où on a, entre guillemets, inventé les cercles de qualité. C'est-à-dire, on demandait à des ouvriers dans des ateliers, donc des gens non syndiqués, a priori, de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur travail, dans leur cadre professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et ces cercles de qualité fonctionnaient sans la hiérarchie. Donc les gens, vraiment, ils se sont lâchés pour dire ça fonctionne pas, et des aménagements et des améliorations ont été portés sur les contraintes de travail. Mais l'intérêt de ces cercles de qualité a été aussi de donner la parole à des gens à qui traditionnellement on ne demandait jamais rien. Des gens qui n'étaient juste là que pour travailler. Et
alors qu'ils avaient une grande expérience sur les gestes à accomplir, sur les parcours dans les ateliers, etc. Et ça supposait que plus ces cercles de qualité devenaient matures, plus la hiérarchie était obligée de les prendre en compte et d'être moins autoritaire avec les ouvriers, puisqu'on se rendait bien compte que cette expérience apportait du mieux-être et un meilleur fonctionnement à l'usine. Donc si on transpose ceci au conseil de quartier, pour moi, j'arrête pas de penser à ce parallèle. Et quand les conseils de quartier auront atteint leur vitesse de croisière, et qu'on arrivera à maîtriser un peu la marge de manœuvre que nous avons, on arrivera à faire avancer toute la machine de la participation, c'est peut-être un peu exagéré de dire toute la participation, mais d'entraîner nos concitoyens à un petit peu prendre en charge et donner leur avis sur le fonctionnement des quartiers. On ne va pas dire sur le fonctionnement de la ville, mais si on fait 1 + 1 + 1, au bout d'un moment, ça finit par donner un ensemble. Et il y a un point qu'on a oublié de préciser, c'est que dans les conseils de quartier fonctionnent par réunion plénière, une par mois, et à côté de ça, des commissions. Dans les réunions plénières, il n'y a que les conseillers de quartier. Dans les commissions, il peut y avoir d'autres personnes qui sont intéressées. Mais dans les réunions plénières, il n'y a pas de représentant de la municipalité. L'adjointe au maire ou les services de la municipalité ne viennent que s'ils sont invités, mais ce ne sont pas eux qui organisent le travail. Je crois que c'est important de le dire parce que dans une version antérieure des conseils de quartier qui avait été mis en place par Fabienne Keller, il y avait l'adjoint de quartier qui présidait. J'avoue que j'ai assisté à une seule réunion et j'avais trouvé que j'avais pas grand-chose à y dire, donc je n'avais pas continué à y aller. Mais c'était un des reproches principaux, c'est que l'adjoint faisait un petit peu le fil votant, à la fois comme politique élu et comme spécialiste. Merci de toutes ces précisions. Vous êtes sur RBS et Radio Bienvenue Strasbourg et au rendez-vous du monde de la caresse. Et cette discussion est passionnée de voir la manière de fonctionner des deux quartiers, des deux conseils, mais en même temps, on est tous des humains et c'est ça les liens qui nous fait vivre aussi. Hein. Et justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un exercice très difficile de savoir rester à sa place entre les techniciens, entre les bénévoles qui sont habitants, entre les bénévoles qui sont techniciens, enfin, beaucoup de choses qu'il faut mettre à plat. Il y a quelques années, quand j'étais encore au Mexique, j'ai travaillé à l'Institut mexicain du pétrole. Et c'était un institut de recherche sur le pétrole et on était 5000 personnes. Et j'étais déléguée de la section où j'ai travaillé, c'était la recherche d'un côté de la mer du Mexique, dans les Golfes. Et un jour, j'ai été menée à voir les directeurs et il y a eu un souci parmi les gens qui étaient des travailleurs. Et je lui ai dit, monsieur, je viens avec ces soucis, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, non, mais je vous respecte, m'a dit, parce que vous savez beaucoup plus de choses que moi. Mais moi, ils m'ont mis à cette place parce que je sais jouer avec les sensibilités, les harmoniser. Et je dis, bon, je me lève tous les chapeaux que je n'ai pas, parce que c'est important et c'est des rôles, je crois que c'est difficile, ces rôles comme coordinatrice, Jacqueline, peut-être. Oui, mais en réalité, je voulais vous dire que moi, j'avais jamais fantasmé sur un poste ou un rôle de cette nature. Hein. C'est venu tout à fait par hasard.
Voilà, c'est venu par hasard et j'ai quand même, oui, donc j'ai réfléchi et je me suis dit finalement c'est très difficile de trouver sa place. On a un adjoint, on a une mairie de quartier, un directeur de proximité. Quelle est finalement la place du coordinateur, hein? Donc j'ai réfléchi sur le terme coordination pour me définir ma stratégie et je me suis dit coordonner, c'est finalement faire circuler l'information. Hein, et c'est ce que je me suis employée à faire. Mais ce que tu as décrit comme tu étais quand même employé, tu avais une rémunération. Au départ, on nous dit on est des bénévoles, on représente que nous-mêmes. Oui, donc la maturation, elle est quand même très très longue. Alors on m'a dit, j'ai eu des injonctions. Tu dois commander. Alors je dis, je suis pas là pour commander. Coordination, ça marche pas avec commandement, hein, de la part de membres du conseil, bien sûr. Pas de mon mari, mais de la part de membres du conseil. Et donc c'est très difficile de trouver. En fait, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde y trouve son compte et essayer de trouver une voie moyenne. Hein, tout à fait. Voilà, essayer de trouver une voie moyenne. Mais c'est un investissement énorme. Je me réveille la nuit. Dès qu'il y a des livres qui disparaissent sur le stand de livres en liberté. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail à temps complet. Et je me dis, mince, ces gens-là, ils vont pas venir pour des peanuts à la réunion plénière. Il faut qu'ils y trouvent leur compte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, maintenant, en vous parlant, je me dis, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut améliorer beaucoup de choses. Il fallait d'abord que j'investisse un petit peu la fonction. Ensuite, la coordination, il faut la faire fonctionner. On n'en est même pas encore au stade d'un bon fonctionnement de la réunion, de la réunion plénière. Et c'est pour ça que j'essaye de consulter des gens. Hier, nous étions, Elisabeth va certainement vous en parler, vous étiez invitée aussi au petit déjeuner européen. Oui. Alors j'ai nommément interpellé un membre. J'ai dit, il faut que tu viennes. Qu'est-ce que tu as à proposer? Comment tu pourrais nous aider? Je vais à la maison boire un thé avec d'autres membres qui viennent plus pendant très très longtemps. Je leur dis venez, je bats le rappel des troupes. Pour l'instant, c'est quand même, je vois pas vraiment ce que je peux faire. Non mais c'est beaucoup. Je suis ouverte à tous les conseils et j'aimerais bien que les anciens me disent aussi comment ils ont fait pour donner un peu quelque chose à tout le monde, quoi. Et Gérard a été, avant s'appelait coordinateur, porte-parole, mais il a été coordinateur. Mais ça serait bien que vous fassiez un petit livre. Hein. Alors, j'ai été effectivement, à l'époque ça s'appelait porte-parole, maintenant ça a changé, ça s'appelle coordinateur. Oui, c'est pour ça. Alors justement, c'était porte-parole, ça avait l'air de dire que c'était lui qui faisait la moyenne des idées pour... Presque un interlocuteur unique. Je trouve que c'est plus simple, à la limite, être porte-parole à condition d'en avoir la stature. Je sais pas si je l'aurais acquise, que coordonner. Coordonner, c'est plus horizontal que vertical. Ouais. En fin de compte, moi j'ai pris la suite d'un conseil qui s'est assez peu modifié après, qui existait depuis un certain temps et qui tournait assez bien, quoi. Donc j'ai pas eu de difficultés particulières. En plus j'ai été 6 mois, hein. Ça a pas. J'ai pris en décembre et ça s'est terminé en juin. Mais c'était pareil. J'avais pas prévu de faire ça. Hein. J'étais pas rentré avec l'idée. Je vais faire porte-parole, pas du tout. Non, c'était... Je trouvais... On a été surpris que celui qui était dise moi j'en ai marre, hein, la place à d'autres. Donc... Oui, alors j'allais un peu plus aux réunions que je n'y vais maintenant. J'essayais de couvrir un peu trop toutes les réunions pour... puis maintenant, je me dis... Alors maintenant, je suis dans la coordination. Je m'occupe du secrétariat. Alors ça, je me suis un petit peu imposé parce que... disons que... Les nouveaux qui étaient entrés dans la coordination, ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Donc j'ai pensé que c'était la place d'un ancien un petit peu de guider, de rappeler un certain nombre de choses qu'il faut faire, préparer l'ordre du jour, envoyer les choses. Donc ça, je me suis un petit peu imposé parce que l'ancien secrétaire n'était plus membre de la coordination, donc
Mais oui, c'est pas très facile. Et là, je sais pas trop. On a un problème parce que on a pris des coordinateurs relativement jeunes, alors qui critiquent en disant que les conseils de quartier c'est un rassemblement de retraités. C'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai, mais je vois notre coordinateur pour la réunion de la semaine prochaine, et ben il est au Cambodge parce que son boulot fait qu'il doit. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas dans la précédente. Donc il y a des contraintes qui font que c'est effectivement difficile. Alors c'est vrai qu'on avait vu l'évolution du premier conseil de quartier, la première mouture, si on peut dire. C'est vrai, c'était renforcer les retraités parce que eux ils ont tenu le coup parce qu'ils avaient l'avantage de temps. Alors que les autres, ils se sont fatigués et ils sont un peu partis. Alors c'est un des handicaps des conseils de quartier. Mais ce que je pense aussi, pour pas être épuisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même pas uniquement être usager du quartier, il faut aussi avoir des idées sur les thèmes, il faut avoir une spécialité, parce que si on reste juste assis sur une chaise... normalement, c'est quand même la municipalité qui nous soumet des projets. Alors c'est vrai que comme on est dans la deuxième partie de leur mandat, ils ont moins de projets que ce qu'ils en avaient dans la première. Mais bon, il nous reste au mois de juin, on va donner notre avis sur l'aménagement de Heiritz Étoile. On va donner notre avis aussi sur quoi? Sur Malraux, je pense. Je sais plus. On a encore des sujets qui sont en route. On disait tout à l'heure, bon, c'est un contre-pouvoir, c'est un avis différent. On est un peu content que, par exemple, on ait bloqué les projets de la municipalité sur la piscine de la Victoire. Qui allait vers un partenariat public-privé qui nous plaisait pas trop, donc pour le moment c'est bloqué. On nous a dit que cette idée était abandonnée. On a parlé d'un autre type de projet, mais j'avoue que je sais pas ce que c'est, et puis je crois qu'on va pas trop y toucher pour le moment, quoi. Alors on est consulté aussi. Il y avait une réunion dans laquelle j'ai pas pu aller sur la manufacture de tabac. Donc là, on avait pris sous l'influence de la BAC, l'association de la Crutenot, on avait pris les devants en réunissant les gens pour faire ce qu'on appelait un cahier des attentes des forces vives du quartier. Donc là, on a pris un peu d'avance sur la municipalité, parce que bon, la manufacture de tabac, elle est toujours la propriété d'Imperial Tobacco, et pour le moment, ils sont sourds. Ils ne rappellent pas, ils n'essayent pas de prendre contact avec la municipalité. Hein, ils attendent. Et Claude? Oui. Je voulais simplement dire que, en dehors des projets qui peuvent nous être soumis dans notre quartier, il faut savoir que les conseils de quartier sont aussi fortement sollicités pour d'autres missions. Je pense à l'atelier silhouette urbaine. Je pense. Et vous pouvez nous les décrire peut-être? Je pense que ça sera mieux que la coordinatrice qui participe, parce que j'avoue, je peux pas aller partout. Il y a ça, il y a ensuite le circuit vélo aussi qui s'impose. On a eu récemment une information sur la Neustadt. Et la Neustadt, ça veut dire Je vais laisser la parole à notre coordinatrice qui a bien potassé le sujet. Et je pense que après, le conseil de quartier des 15 pourra peut-être expliquer quelles sont les commissions qu'elle a mises en place. Justement, j'allais revenir à ça, mais peut-être on laisse Régine nous dire qu'est-ce que c'est une Neustadt, par exemple. Oui, alors la Neustadt s'inscrit dans un sigle PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Hein, parce que bon, il y a énormément de sigles à intégrer. Hein. Vous avez cité auparavant le PLU, ensuite il y a le PAD,
développement durable, plan d'action de développement durable. Donc, et en réalité, je reviens au PSMV, il s'agit d'une superficie environ de 70 hectares qui est promis à un classement UNESCO. Mais avant de pouvoir prétendre à ce classement patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut recenser toutes les choses originales, historiques, qui datent en fait de l'époque wilhelmienne, c'est-à-dire c'est la partie de la ville que les Allemands ont étendue au-delà des remparts. Les remparts, c'est le boulevard de la Victoire, la base, c'est le boulevard de la Victoire. Oui, puisque vous en avez parlé auparavant à propos de la piscine. Oui. Donc pour l'instant, la ville de Strasbourg, enfin des services de patrimoine historique, sont en train de recenser toutes les faïences qui décorent l'entrée des immeubles, les façades. Les façades et évidemment la contrepartie du classement mondial à l'UNESCO, ce sera que les habitants auront des subsides pour rénover, mais ne pourront pas rénover n'importe comment. Notamment, ne pourront plus mettre des fenêtres en PVC, puisque ça, soi-disant, c'est une mode allemande. Il n'y aura que des fenêtres en bois. Et c'est possible aussi de rénover tout ce quartier de la Neustadt, parce que le tissu des artisans en Alsace aussi le permet, le savoir-faire ne s'est pas perdu. Oui. Donc je fais un peu une conclusion en disant que ce sont surtout des informations descendantes que nous avons à gérer, c'est-à-dire ce sont des informations que nous amène la municipalité. Et ce ne sont pas des informations qui émanent de la base remontante du conseil de quartier et qui pourraient être le prétexte à un exercice de démocratie locale. Donc, dans vos projets, vous devez autosaisir les projets qui émanent de la base, mais aussi mettre les projets que la municipalité vous demande. C'est ça, c'est l'équilibre. Il y a aussi une nouveauté avec le nouveau dispositif 2011, c'est qu'en dehors de la saisie des projets ou de l'autosaisine, on a aussi la possibilité de faire des motions. D'accord. Et ça consiste en quoi C'est pour tous les projets qui sortent du domaine de compétence du conseil de quartier, mais pour lesquels celui-ci souhaite informer la ville de son expression, on peut faire une motion. Donc ça veut dire que on peut éventuellement avoir des choses à dire en dehors de sujets typiquement d'aménagement urbain ou de développement d'infrastructures du quartier. Par exemple, nous pouvons soutenir un autre quartier ou plusieurs autres quartiers dans leur démarche à travers des motions. D'accord. Ouais, à l'Esplanade, par exemple, vous pouvez soutenir quelque chose, un projet. Voilà. Et vice-versa, si on a envie, parce que... Mais, et ça suppose, et je pense à mon avis que c'est la voie d'évolution des conseils de quartier. Bon, Elisabeth nourrit un grand projet qui, à mon avis, les conseils de quartier doivent évoluer vers des fonctionnements plus transversaux, en fait. C'est-à-dire des commissions qui se créent et qui concernent un thème qui concerne plusieurs quartiers. Voilà. Et je crois qu'à travers la motion, si on arrive, je sais pas, à travers la motion, c'est peut-être un facteur d'évolution des conseils de quartier. Un exemple de quelque chose qui est interquartier, on a évoqué avant le raccordement du quartier Esplanade au réseau de chauffage urbain. Oui. Nous avons appris fortuitement lors de notre dernière commission le Courbépide, qui est un projet immobilier précis, que a priori le quartier Rotterdam sera aussi raccordé au même réseau. Donc c'est une problématique qui va nous obliger à nous rapprocher de nos collègues de l'Esplanade pour voir quels sont leurs problèmes ou leurs attentes, et éventuellement de les partager ou pas. Comme dit Elisabeth. Oui. Et Gérard, tu voulais ajouter tu avais demandé quelles étaient les commissions. Alors, on a une commission qui s'appelle Cadre de vie, qui s'appelait Cadre de vie. Maintenant, elle s'appelle Cadre de vie, circulation, aménagement. Et à côté, on a fait une commission qui s'appelle Qualité de vie. Donc là, c'est plutôt sur l'animation, sur les choses culturelles, des choses comme ça. On a une commission PLU, on a une commission
Alors on a trois commissions qui sont un peu en sommeil parce qu'il n'y a pas ça bouge pas. C'est une sur donc la manufacture, l'utilisation de la manufacture de tabac, une sur la piscine, les bains municipaux du boulevard de la Victoire, et sur le chauffage. Sur le chauffage, on attend les résultats d'une expertise mise en place par Dalkia. Un petit peu un cadeau qu'ils nous font. Ils ont pris des experts pour faire un diagnostic thermique d'un immeuble. Alors on leur a choisi un immeuble très grand, avec des façades dans tous les sens. Donc ça, on devrait prochainement avoir des informations là-dessus qui vont peut-être nous permettre de relancer un peu nos... Alors c'est intéressant de savoir que on nous a jamais parlé de la connexion au chauffage urbain, parce que dans le projet précédent, quand on augmentait les clients de 5%, on devait baisser le chauffage. Alors c'est intéressant, hein. C'est intéressant d'apprendre qu'on va peut-être pouvoir baisser. Donc mais je transmettrai cette information. Dalkia est un monopole. Oui, tout à fait. Et c'est surtout des gens pas très honnêtes. Dans le projet de chauffage au bois, ils nous avaient dit le bois viendra dans la réunion publique, le bois viendra par camion, mais aussi par le canal et par le fer. Et j'ai eu l'occasion de voir le projet que Dalkia a transmis à la préfecture pour, comme c'est un établissement classé, il n'est plus du tout question ni de transport par voie d'eau, ni de transport ferroviaire. Hein. C'est que du camion. Hein. Bon, c'est pas énorme, hein, malgré tout, puisque c'est 8 camions par jour, quoi. Mais je crois, hein, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est quand même, mais des gros. Hein. Mais ça montre qu'ils essayent de repeindre. Il y avait une émission cette semaine à la télévision, avant-hier, je crois, sur le greenwashing, hein, sur la manière dont les entreprises passent leurs projets au vert pour qu'ils aient meilleur aspect. Ça, c'est un exemple de greenwashing. Ouais. Et Elisabeth, on parle de ces projets, de cette commission que tu as, mais dis-nous. J'ai oublié excusez-moi, mais j'ai oublié une commission sur le centre commercial à l'Esplanade, hein, parce que alors là on a surtout discuté avec les commerçants, avec les habitants et avec les syndics. C'est un problème extrêmement compliqué, mais il y a des travaux c'est pas grâce à nous, hein, mais il y a des travaux qui ont commencé déjà pour améliorer un petit peu la tenue de ce centre commercial. Bon, excuse-moi Elisabeth de t'avoir coupé, mais j'avais oublié cette information. Merci. Oui, puisque tout le monde me dit qu'il faut que je vous parle de la Commission, alors on va parler de la Commission Europe. Il faut bien se rendre à l'évidence que le quartier des 15 a beaucoup moins de projets de réaménagement que, comme l'a exprimé Gérard, sur le quartier Esplanade Cruteno ou le centre-ville. Donc nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait valoriser ? Et cela tombait quasiment sous le sens de dire on va travailler sur le thème de l'Europe, puisque nous avons quand même le privilège d'accueillir sur notre territoire le Conseil de l'Europe et un grand nombre de consulats et d'instances diplomatiques différentes. Donc, et le Parlement ? Non, le Parlement, il est à la Robertsau, c'est sur le quartier Robertsau-Wacken. Bon, il nous regarde de très près, etc. Mais oui, on a une passerelle, bon, soit. Mais donc, dans le précédent conseil de quartier, on s'était imaginé qu'on pourrait avoir une grosse, genre un peu maison de la culture, qu'on aurait appelée Maison de l'Europe, dans les locaux de l'actuelle école européenne qui est amenée à déménager à la Robertsau. Nous avions commencé à y réfléchir en commission et nous étions sur le point de préparer une autosaisine dans ce sens lorsque Monsieur le maire, lorsqu'il a fait la visite de quartier à la Robertsau, a décidé qu'une maison de l'Europe se ferait sur l'actuelle Villa Kaiser à l'entrée de la Robertsau. Donc nous avons été un peu pris de court, on nous a tiré l'herbe sous les pieds.
Mais nous avions déjà réfléchi sur le thème de l'Europe et de comment ça pouvait s'inclure pour les gens du quartier. Nous avons gardé cette thématique. À l'heure actuelle, nous sommes associés aux différentes réunions préparatoires à la mise en place de ce lieu d'Europe. Donc, c'est une extrapolation de ce qu'on peut faire dans le quartier. Mais en ce qui concerne réellement le Conseil des 15, nous avons eu l'idée de rapprocher les institutions européennes des habitants. Et ça fait 3 ans de suite maintenant que nous organisons un petit déjeuner dans des belles salles de réunion. Nous avons commencé au Cercle européen rue Massenet. L'année dernière, nous étions à la villa qui abrite l'association parlementaire Allée de la Robertso. Et cette année, nous avons, donc c'est pas vieux, ça date d'hier, nous sommes retournés dans cette villa, mais nous avons invité la représentante du Royaume-Uni pour nous parler des 6 mois de présidence du Royaume-Uni au niveau du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc le format, c'est nous réunissons des habitants et nous invitons des instances européennes ou à vocation européenne. Bon, ça c'est pour faire théorique. Dans la pratique, nous étions dans la villa qui est une magnifique villa Art Nouveau, qui appartient à la ville et que la ville met gracieusement à disposition du conseil de quartier, donc nous apprécions énormément. Madame la représentante de la délégation du Royaume-Uni, Madame Fuller, s'est déplacée, a accepté de nous répondre, a parlé dans un français impeccable et presque sans accent pour répondre aux questions des participants. Nous étions une 40aine de personnes, entre 40 et 50 personnes. Nous avions également la présence de Madame Nawel Rafik Elmrini, l'adjointe chargée des relations internationales et européennes de la ville de Strasbourg, qui nous a parlé des projets, enfin quelques projets, en particulier du Forum mondial de la démocratie qui aura lieu à Strasbourg au mois d'octobre et pour lequel nous serons sollicités comme conseil de quartier à participer à la préparation. Et petite touche finale, la délégation britannique nous avait mis à disposition des décorations et on se retrouvait dans une ambiance un petit peu outre-Manche. Et, avec un excellent breakfast. Avec un excellent breakfast. Préparé par l'association caritative de l'aumônerie anglicane. Donc c'est également une touche exotique, mais je pense qui a été appréciée. Pour nous, c'est je suis personnellement très satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées parce que l'objectif de départ a été atteint, à savoir rapprocher les habitants des instances européennes. Maintenant, dans le vécu, c'est assez sympathique, et les gens ont pu poser des questions, en particulier sur le fonctionnement de la Cour des droits de l'homme, qui montre bien que les Strasbourgeois sont attachés à ce que Strasbourg a de particulier dans le domaine, à savoir la présence de cette juridiction importante pour le respect des droits de l'homme sur le territoire européen. Donc, ça c'est notre activité la plus récente. Il est évident que la Commission va continuer à travailler et pour préparer sans doute le forum mondial de la démocratie. Nous sommes également associés, ainsi que les autres conseils de quartier, à la préparation de la Semaine européenne de la démocratie locale, qui est une semaine initiée par le Conseil de l'Europe et à laquelle souscrit la ville de Strasbourg dans différentes formules. Et puis nous avons d'autres idées sur le quartier. On avait imaginé par exemple faire un parcours pour mettre en évidence les différentes représentations pour expliquer aux gens à travers un petit guide, voilà, ça c'est la représentation, je sais pas, de l'Islande, de l'Irlande, l'ambassade du Mexique. Je regarde Patricia puisque nous avons également, ils sont observateurs au Conseil de l'Europe. Enfin, nous pouvons un petit peu, entre guillemets, colorer le quartier avec des données européennes. Et sur ce thème,
toute autre personne de Strasbourg, tout autre habitant est bienvenu, et n'importe quel autre conseil de quartier qui a envie de s'associer à cette thématique est bienvenu, puisque ce n'est pas un thème qui nous appartient en propre, mais que nous sommes amenés à gérer parce qu'on l'a devant chez soi. Voilà. Claude ? Moi, j'ai juste 2 petites choses à rajouter, mais juste protocolaires. Oui. Était aussi présent Madame Françoise Buffet, adjointe au maire chargée du développement durable, et Monsieur Olivier Bitz, adjoint de quartier. Oui. Ça, c'est pour éviter que, comme ils vont tous nous écouter, qu'on nous reproche après. Dans le côté européen de ce que nous préparons, nous avons aussi, nous, dans l'idée que il est important que nous-mêmes ayons ce sentiment européen, et on a décidé aussi au mois de septembre ou d'octobre d'organiser pour nos propres membres du Conseil une visite du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que c'est important aussi que ce genre d'initiative soit noté. Tout à fait, vraiment, parce que Strasbourg, représente la capitale de l'Europe, et c'est pas qu'une personne, c'est le Conseil, c'est tous les habitants qui doivent y participer. Je voulais juste compléter, j'ai également assisté à une autre réunion, dans le cadre un peu de l'élection présidentielle, où il était question d'Europe et de témoignages de gens pour dire qu'est-ce que l'Europe leur avait apporté. Et en entendant ces témoignages divers, je me suis dit, mais bon, ça c'est la grande Europe. C'est comme Blaise Pascal qui parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est la même matière, mais on la regarde différemment. Et nous, conseil de quartier, représentants des habitants dans les rues autour de nous, nous sommes dans l'Europe, mais dans l'infiniment petit. Et nous avons tout à fait notre place dans ce dispositif de promotion européenne, mais avec des moyens qui sont un peu basiques, mais qui participent quand même à une avancée de l'identité européenne et de la conviction que à Strasbourg, nous avons une place originale en Europe et dans le monde. Nous revenons avec notre bout des villages, mais c'est des différents quartiers. Et j'aimerais te poser la question, Enrique. Tu fais partie du conseil des quartiers en tant que président de l'association Mozart, on dit. Et donc, comment est-ce que tu vois ces liens? Parce que Claude fait partie d'une catégorie socio-professionnelle, mais toi, tu en tant que président de l'association, comment tu vois ces liens vis-à-vis du conseil des quartiers? Disons que la participation des associations fait partie de la volonté de faire participer les forces vives des différents quartiers, et donc au même titre qu'il y a les entrepreneurs et les citoyens, et puis il y a les associations. Le Mozart est une association assez récente qui a 5 années ou 4 années, je ne sais plus, pas trop très ancienne, mais qui a quand même une activité culturelle régulière. Et donc nous avons candidaté pour la 2e mandature, on dit ça, du conseil des quartiers, et dans le tirage au sort, nous avons été retenus. Et notre association est représentée directement par Elisabeth Conja, qui faisait partie de la première mandature. Et donc on a eu la chance d'être tiré au sort. Et de cette façon, de sorte qu'Elisabeth a pu continuer et faire en sorte d'utiliser le savoir-faire en tant que citoyenne, mais à titre associatif. Donc, pour nous, en tant qu'association, c'est très intéressant de participer à ce conseil des quartiers, parce que ça permet d'être dans une instance démocratique locale, et en même temps de toucher une population en dehors de notre cercle.
Et ça, c'est un des objectifs les plus importants pour nous en tant qu'association, de pouvoir aussi élargir les cercles de l'association et inviter à chaque fois des participants. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de faire une co-organisation avec une autre association qui s'appelle La Ville est un théâtre, pour organiser des balades et des activités autour de l'écriture, autour de la production sonore et autour des différentes techniques qui vont pouvoir appliquer dans les quartiers de l'Esplanade, qui vont pouvoir reproduire dans les quartiers de l'Esplanade des témoignages des esplanadiens. Donc c'est une action faite par les habitants, par l'association Les Mozarts, l'association La Ville est un théâtre, et on va faire des ateliers d'écriture et des ateliers sonores devant la tour de chimie, devant à l'ARES et devant le campus de l'université. Vous faites participer. Donc, je vous fais part de cette activité qui aura lieu. C'est le scoop, ça. Oui, voilà. C'est une avant-première. Hein? Pendant 2 mois et voilà. C'est super. Et Régine, est-ce que vous voulez compléter que les commissions que vous avez dans les... Alors je voudrais tout d'abord dire que j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi une commission, hein, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est-à-dire une commission, elle est quand même là en partie aussi par référence au projet que nous soumet l'équipe municipale. Hein. Oui. Mais bon, j'ai toujours dit que en fait il fallait pas faire table rase du passé, mais ça n'empêchait pas l'innovation. Hein. Donc nous avons repris des commissions, nous nous sommes penchés sur le sens des commissions et notamment ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Enrique vient de dire, c'est que les associations, grâce au conseil de quartier, peuvent toucher un public qu'auparavant elles ne touchaient pas forcément. C'est-à-dire, nous mettons à disposition notre fichier, nous répercutons l'information, et c'est notamment dans ce sens-là que j'envisage le lien social. Hein, parce que nous avons une commission lien social dans laquelle il y a une sous-commission. Nous avons réussi à intégrer Rotterdam dans lien social. Hein. Donc ceci pour éviter quoi? C'est que Rotterdam ne fonctionne enfermée sur elle-même. La cité Rotterdam, voilà. Ils font tout le temps la même chose, ils s'ouvrent pas. Et pour moi, un véritable lien social, c'est quand il y a des échanges avec d'autres publics. Hein. C'est important. Voilà. Et en fait, ça fonctionne pas tout à fait. C'est vraiment une innovation. Ce serait vraiment une innovation sociale. Et donc, ça veut dire aussi que ça a une portée beaucoup plus large, parce qu'on se rend bien compte que dans ces cités où il y a un public, il y a un fort taux de chômage, un public défavorisé, une fois qu'ils sont au chômage, ils vivent dans des relations qui précisément ne leur permettent pas de retrouver un travail. Donc il faut vraiment se pencher sur ce que ça signifie lien social. Bon, alors Elisabeth vous a parlé de la Commission Europe qui va prendre de plus en plus d'importance au sein du Conseil de quartier. Ensuite, nous avons une très vieille commission, on va essayer de lui donner également un contenu parce que l'ancien Conseil de quartier avait beaucoup travaillé dessus. C'est transport, urbanisme, mais en fait, il y a des membres du Conseil qui ont rajouté trottoirs, voiries, et nous essayons d'améliorer un petit peu le cadre de vie. On s'est penché sur le devenir de la place d'Islande, entre autres, où il y a des problèmes. Et nous avons également une commission proximité qui est encore balbutiante. Notamment, on aimerait arriver à faire une véritable réflexion sur ce que c'est la proximité, qui me semble être un phénomène émergent à l'heure actuelle un phénomène émergent dans la société à l'heure actuelle. Les gens, ils ont plus envie de prendre leur voiture et partir faire des courses très loin dans des supermarchés.
qu'est-ce que c'est véritablement la proximité. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des endroits où les commerces sont très denses, dans le quartier, enfin le périmètre du quartier que nous avons, et d'autres où il y a des commerces isolés. En fait, ce sont justement ces commerces isolés qui ont du mal à fonctionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Et il y a la commission toute récente, ad hoc, que nous venons de créer, qui concerne donc le projet Le Courbe Épide, qui probablement va évoluer. Très bien. Je peux parler. Oui. Mais ça sera simplement pour que les gens s'endorment complètement une fois qu'on arrivera à la fin. Non, c'est intéressant, ce sont des projets intéressants. C'est un sujet, il faut quand même le savoir, qui est d'abord immobilier. C'est-à-dire que la caserne Le Courbe, comme on l'a déjà dit en début d'émission, est occupée par l'Épide, qui est donc une émanation des services de l'armée et qui donne une formation, une éducation de type militaire à des jeunes qui sont socialement défavorisés et qu'on essaie de remettre dans le droit chemin de par ces méthodes. L'idée n'est pas de parler de ça. L'Épide va céder à la ville, parce que ça n'est pas encore fait, la partie nord de son terrain, qui va être détruit et sur lequel vont être reconstruits 3 phases d'immeubles, où il y aura un pourcentage je regarde mes notes, de 30% de logements sociaux. La première phase, qui concerne typiquement l'Épide, sera cédée à un promoteur immobilier. Et je pense que nous avons de bonnes chances que nous serons en première ligne pour que le promoteur intègre nos suggestions et nos avis. Un espèce de cahier de charge. Oui. Il faut encore que notre plénière en décide ainsi. Et la deuxième phase, qui est plus centrale, c'est il y aura une maison, un bâtiment qui sera affecté à une résidence pour personnes âgées, avec un objectif aussi d'intégrer un groupement de médecins. Et dans une autre phase qui est plus proche de la rue de Rotterdam, il y a à l'heure actuelle un terrain qui appartient à CUS Habitat, qui représente les services techniques de CUS Habitat, qui vont déménager. Donc, mais cette phase plus lointaine permettra une construction également de logements qui sera dans la continuité de ce projet Le Courbe Épide. Tout cela nous a amené à essayer d'être intelligents. Plutôt que de tout de suite donner un avis sur un projet qu'on ne connaissait pas, on a d'abord commencé par cerner 16 questions prioritaires. On s'est essentiellement borné à poser des questions. On a maintenant recensé les questions et on va attendre qu'une réunion publique qui a déjà été décalée parce que CUS Habitat n'était pas prêt, on va attendre que cette réunion publique nous amène encore un certain nombre de questions et vraisemblablement on va peut-être terminer sur un avis consultatif ou une autosaisine, parce qu'il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être approfondies en termes de stationnement. Vous savez que la ville de Strasbourg a tendance à restreindre les parkings, etc. Bon, là, on a un projet qui a pour vocation à prévoir 0,8 places de stationnement par logement. Ça veut dire moins d'une place? Ça veut dire moins d'une place. Maintenant, on a une résidence pour personnes âgées, donc on nous a expliqué que le taux normal était de 0,5 et qu'on est passé à 0,8. Peut-être que nous allons nous questionner pour savoir si on ne peut pas améliorer ce score, ce ratio. Parce qu'on a quand même une cité tout autour, où il y a aussi des besoins de stationnement, où il y a des garages qui vont être supprimés, actuellement, qui sont normalement utilisés par les résidents déjà de la cité Rotterdam. On a un parc aussi qui est central, auquel on va essayer de ne pas toucher, mais qui peut-être sera aménagé aussi. Il appartient à CUS Habitat. Tout ça fait que nous avons toute une série de questions sur laquelle nous essayons d'être intelligents, pragmatiques et peut-être de faire évoluer les choses si le besoin s'en fait sentir. J'espère ne pas avoir été trop passionnant pour en tout cas vos auditeurs. Merci beaucoup. C'est des projets et des propositions concrètes où, comme habitant, vous travaillez, vous donnez plus qu'une moyenne des habitants de chaque quartier, on vous remercie pour votre travail. Et on est à 4 minutes de finir notre programme
Est-ce que, Gérard, tu peux nous dire une petite conclusion de ça? Je l'ai pris au dépourvu. Oui, non, je crois qu'on a assez bien fait le tour des différentes manières de fonctionner, des différents problèmes qui se posent dans les conseils de quartier. C'est une expérience intéressante. Il faut rappeler que le système du tirage au sort a été discuté avec un prof de l'université de Strasbourg, Philippe Le Breton, qui défend beaucoup ce système, qui a été assez critiqué, mais en fin de compte, il en vaut d'autres. Et je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est que les conseils de quartier se relancent un peu dans cette deuxième partie qui sera peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a moins de projets, mais on va arriver à faire des choses intéressantes, je crois. Elisabeth, tu quelque chose à ajouter? Je n'ajoute rien. Tant que nous avons l'Europe à Strasbourg, nous, on a matière à travailler. Et Jacqueline. Régine. Pardon. Ça ne me dérange pas, je change de femme. Mais écoutez, je veux juste vous remercier de nous avoir donné la parole et d'essayer, enfin, c'est plus clair peut-être dans notre tête et nous arriverons à évoluer à partir de la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue quand vous voulez. Hein. Et Enrique Enrique, très rapidement, je voulais te poser une dernière question. Pour approfondir un peu, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, c'est 2 minutes. Non, mais moi, 3 mots, c'est difficile. Hein. 3 mots qui riment avec démocratie, ça serait de donner les plus de droits aux citoyens, en sorte que chaque citoyen sente que sa voix, oui, a du poids. C'est ça l'origine de la démocratie, c'est-à-dire que chaque citoyen, la voix d'un citoyen vaut la voix d'un autre citoyen. Ça a l'air vraiment banal. Oui. Ça a l'air vraiment de la palissade. Mais c'est vraiment l'essence de la démocratie. Et la voix du président de Total, d'Elf, vaut la voix d'un étudiant, d'un chômeur, d'un professeur. Et c'est ça la magie de la démocratie. Donc, pour moi, l'idée, c'est faire en sorte que chaque citoyen ait conscience qu'une voix vaut tous les voix. Merci beaucoup, Enrique. Justement, aujourd'hui, dimanche 6 mai. Il faut encore qu'on aille voter. Hein. Ah, c'est important. Hein. Et justement, chers auditeurs, vous pouvez éteindre votre radio et aller voter. C'est important pour l'exercice de la démocratie aujourd'hui pour la France. C'est vital. Et merci beaucoup à vous et merci pour cet exercice démocratique des paroles et aussi pour tous ces projets que vous savez et on vous encourage à continuer. Et nous avons nos amis et les amoureux de la Turquie qui continuent le programme. Et merci à vous et à la semaine prochaine, chers auditeurs.